Monsieur le trésorier général du royaume, cher Nourdine, mesdames, messieurs, chers amis, et quand je dis chers amis, ça n'est pas un mot que je dis par hasard ou par simple politesse. Je considère vraiment que vous êtes des amis. Ça fait des années maintenant que nous travaillons ensemble et le Maroc, la TGR, est devenu un lieu de réflexion sur les finances publiques très important, vous le savez. Chaque année, nous organisons un ou deux colloques et je crois qu'il faut en féliciter l'équipe de la TGR et puis plus particulièrement Nourdine, il faut reconnaître le travail qui est fait à Rabat, à la TGR, sur les finances publiques. C'est vraiment exceptionnel et je voudrais l'en remercier aujourd'hui parce que franchement, il faut reconnaître ce genre de choses. Il faut reconnaître ceux qui travaillent pour le bien d'un pays et voire même pour le bien d'autres pays, puisque nous abordons des sujets qui concernent non seulement le Maroc, non seulement la France, mais beaucoup de pays dans le monde maintenant. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, nous sommes dans une société qui est mondialisée. Et donc, par conséquent, plus ça va, plus nous avançons dans le temps, plus nous harmonisons, plus nous tentons en tout cas d'harmoniser nos systèmes financiers publics et en particulier, tu l'as souligné, la comptabilité publique. Donc, merci Nourdine pour ce travail que tu fais ici, c'est vraiment exceptionnel. Je voudrais remercier également les intervenants qui prennent sur leur temps pour venir nous exposer le sujet qui est le leur. Je remercie particulièrement encore la délégation française qui a accepté de venir ici pour contribuer à la connaissance, à une meilleure connaissance des finances publiques et aujourd'hui de la comptabilité publique. Donc, par conséquent, merci à tous et très chaleureusement, je vous dis que je suis vraiment reconnaissant de votre présence ici, toujours très nombreuse. Merci beaucoup. Les enjeux qui concernent la comptabilité publique, comme d'ailleurs la comptabilité des entreprises privées, vont bien au-delà d'une organisation, d'une part interne, par exemple celle de l'harmonisation des plans comptables entre diverses institutions appartenant au secteur public, ou d'autre part externe, comme le passage d'une comptabilité générale à une comptabilité nationale. Si les questions de ce genre doivent être résolues ou éclaircies, car ce sont de vrais sujets, ce sont de réels sujets, elles sont actuellement embarquées dans des problématiques beaucoup plus vastes et particulièrement cruciales qui ont trait au choc que subissent les sociétés contemporaines et aux dangers actuels et potentiels qui pèsent sur elles. En effet, les réformes des institutions financières publiques se dessinent, voire même se décident aujourd'hui en grande partie à l'échelon planétaire en fonction de transformations qui sont à l'œuvre. On pense notamment tout de suite à celles qui concernent le nouvel ordre économique qui émerge sur fond de mondialisation et de refonte de la carte géopolitique, mais également celle de la transition écologique à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, Nourdine, une transition écologique cruciale pour l'avenir de la planète et donc de l'humanité. C'est dans ce contexte, en pleine évolution, que l'on doit comprendre les mutations que connaît ou devrait connaître impérativement la comptabilité publique. On ne peut pas non plus faire abstraction du fait que ces mutations ne relèvent pas de purs aménagements techniques. Elles sont la résultante de choix de société. En effet, la comptabilité publique ou la comptabilité privée ne sont pas neutres. La comptabilité est le reflet de la situation politique, économique, sociale, voire même idéologique, traduite en normes qui ne sont que des conventions établies à un moment donné dans un cadre donné.
Il faut le souligner encore, la comptabilité n'est pas un simple jeu de construction. Elle est un langage et, comme tout langage, elle véhicule certaines valeurs. Les normes et dispositifs comptables expriment aussi la culture d'un pays. Si l'on considère le modèle français, par exemple, on peut constater qu'il est initialement construit sur un principe de prudence. Par exemple, la comptabilisation des actifs est effectuée à la valeur historique. En revanche, le modèle anglo-saxon, plus risqué, comptabilise le fair value, ce qui signifie qu'il considère les marchés financiers comme pertinents pour fixer le juste prix, la juste valeur des capitaux. Les effets sont bien entendu différents d'un côté et de l'autre selon les modèles. Par conséquent, l'élaboration d'un système comptable ne saurait se limiter à une architecture objective relevant d'une simple logique formelle. Elle est inséparable des caractéristiques de son environnement et de sa confrontation avec le champ plein d'aléas et d'incertitudes d'aujourd'hui qui est celui de la dynamique d'une société. Or, il y a urgence maintenant d'en avoir conscience et d'admettre que la comptabilité ne peut plus se limiter à ne prendre en considération que les enjeux financiers d'une institution. Elle doit opérer ce qui s'apparente, sinon à une révolution, pour le moins à une reformulation de ces normes. C'est là un processus qui s'est d'ores et déjà amorcé au regard de la mondialisation de l'économie. Ce sera notre premier point, mais qui reste à initier quant à la question de la protection du capital naturel. Ce sera notre second point, sachant que se pose dans les deux cas la question de la légitimité des normes comptables proposées. Ce sera notre troisième point. Donc tout d'abord, la comptabilité publique face à l'impératif de la mondialisation. Dans un monde globalisé où il est indispensable que des comparaisons, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Nourdine, entre États soient possibles et où les agents économiques du secteur privé, notamment les investisseurs ou les prêteurs, ont besoin de pouvoir se fier en toute confiance aux informations et aux résultats qui sont fournis. Les États sont conduits à devoir adapter des standards communs ou tout pour le moins harmonisés. Ce sont les normes budgétaires qui, sous l'influence des organismes internationaux, notamment le Fonds monétaire international, ont été concernés dans un premier temps par l'objectif de standardisation. Un grand nombre d'États, vous le savez, s'étant ainsi engagés dans la mise en place d'une nomenclature construite sur la base de programmes, comme c'est le cas au Maroc. Ce fut ensuite au tour des normes comptables publiques de faire l'objet de la mise en œuvre de propositions relatives à l'implantation de comptabilité en droit constaté. Et en même temps, c'est une vision nouvelle de la comptabilité publique qui s'est installée, celle-ci étant désormais appréhendée comme un dispositif privilégié d'information et de gestion, à l'instar de la comptabilité privée. Il reste que l'on est aujourd'hui en présence d'une situation internationale contrastée, comme l'a relevé la Cour des comptes française, tandis que certains pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie ont adopté un tel mode d'enregistrement des opérations dans les années 1990, nombre d'autres pays sont demeurés à l'écart de cette évolution. Il ressort également d'une étude PwC de mars 2025 pour le compte de l'Union européenne que la maturité comptable est très variable en Europe selon les États. Les pays baltes, le Danemark, l'Espagne, la France, la Suède figurent dans les pays à haute maturité. En revanche, la maturité comptable de la Grèce, de l'Allemagne, de l'Italie est considérée comme basse. Celle de la Hongrie, de l'Irlande, du Luxembourg, de la Pologne ou du Portugal est jugée moyenne. Il est cependant estimé par cette même étude que la maturité comptable des États de l'Union européenne aura dans l'ensemble
beaucoup progressé en 2030. Il est un fait que l'introduction en comptabilité publique de normes adaptées de la comptabilité privée n'est pas toujours facile. Elle conduit inéluctablement le secteur public à devoir surmonter un certain nombre d'obstacles. Outre le coût que représente cette introduction, ces obstacles sont liés pour les uns à la nature de l'État, qui n'est pas une entreprise, et aux transformations du secteur public. Pour les autres, à la mise en place des techniques comptables. La nature, avant tout politique, de l'État fait que son fonctionnement n'entrera pas aisément dans une logique comptable inspirée celle de l'entreprise privée, comportant comme point d'orgue un bilan dont les éléments d'actifs et de passifs, vous le savez, sont souvent d'une autre nature que les siens. Elle rend nécessaire par conséquent d'opérer une distinction entre l'institution spécifiquement politique et l'institution administrative. Autrement dit, de définir ce qu'est le secteur public au regard de la comptabilité. La notion de périmètre de ce secteur pose la question des règles de consolidation des comptes de l'État avec ceux des organismes auxquels il participe ou dont il est propriétaire. Plus encore, définir le secteur public constitue une question particulièrement complexe dans un ensemble qui, depuis une cinquantaine d'années, change de paradigme au regard de la séparation publique-privée. La complexité est tout aussi grande en ce qui concerne le ou les dispositifs permettant de restituer une image sincère de l'ensemble des comptes publics. Outre la consolidation des comptes, l'orientation vers une comptabilité budgétaire en droit constaté, la prise en considération du hors-bilan ou encore la mise en place d'une comptabilité analytique sont autant de suites logiques à celles d'une comptabilité générale inspirée des normes IPSAS. On est finalement, comme nous l'évoquions en introduction, en présence d'une évolution générale qui conduit à une refonte des normes comptables et plus largement de la culture comptable et financière publique. Cette évolution amènera nécessairement le secteur public à être de plus en plus confronté aux incertitudes résultant des aléas des marchés économiques et financiers, mais aussi aux transformations de la planète soumise aux effets du réchauffement climatique ainsi que d'une exploitation sans limite des ressources naturelles. Ce sera mon second point. Il n'est en effet plus possible aujourd'hui d'écarter la prise en considération et la conservation du patrimoine naturel. Il représente une source de richesse reconnue dès le XVIIIe siècle par les physiocrates, puis au XIXe par les économistes libéraux classiques qui le considéraient comme un capital essentiel à la production de biens. L'un d'entre eux, Jean-Baptiste Say, l'a souligné à plusieurs reprises dans son traité d'économie politique. Il estimait, je le cite, qu'il y a un travail exécuté par le sol, par l'air, par l'eau, auquel l'homme n'a aucune part et qui pourtant concourt à la création d'un nouveau produit qu'on recueillera au moment de la récolte. Et il ajoutait encore, la nature est presque toujours en communauté de travail avec l'homme et ses instruments. Dans cette communauté, nous gagnons d'autant plus, dit-il, que nous parvenons à faire exécuter, au moyen des services gratuits de la nature, une plus grande part des produits. On peut encore citer Adam Smith, David Ricardo et beaucoup d'autres. Tous s'accordent sur l'importance du capital nature dans la production des richesses. Et tous s'accordent également sur la gratuité de ce capital. Aucun ne s'interroge à l'époque sur la possible dégradation, voire la disparition de ce capital, car il leur paraît inépuisable.
Or, nous avons bien conscience aujourd'hui qu'il n'en est rien et c'est pourquoi il doit faire l'objet d'une représentation comptable, au même titre que le patrimoine économique et financier. La mise en place d'une comptabilité environnementale pour les entreprises comme pour le secteur public constitue un impératif, non seulement pour offrir une image fidèle, sincère de leur activité et de leur compte, mais parce qu'elle est l'un des dispositifs essentiels du processus de transition écologique. Une comptabilité à multicapitaux, on pourrait y ajouter le patrimoine humain, une comptabilité à multicapitaux permettrait d'intégrer au bilan les effets positifs ou négatifs de l'institution sur son environnement et par conséquent de les mettre en évidence et ainsi de pouvoir les évaluer. Autrement dit, la solvabilité ou l'efficacité de cette institution ne se jugerait plus seulement sur ses résultats financiers, mais également sur son engagement dans le renouvellement des capitaux naturels. Alors, prendre cette direction, ça n'est pas simple. Prendre cette direction oblige toutefois à déterminer des normes comptables spécifiques. Et comme on l'a dit, ces normes ne sont pas neutres. Leur choix dépend certes de la connaissance de l'état et des évolutions futures du patrimoine naturel, mais également de celui des indicateurs écologiques qui devront être traduits en termes comptables. Il va falloir faire des choix. La démarche ne peut que susciter de nombreux débats qui, pour demeurer suffisamment objectifs et ne pas être submergés par des croyances idéologiques ou des intérêts économiques, doivent être appuyés sur des résultats de travaux scientifiques. Ensuite, il est nécessaire de disposer d'une méthode d'installation d'une comptabilité verte, ou plutôt de choisir parmi ces méthodes qui se présentent, et elles sont aujourd'hui nombreuses. La plus connue est la méthode CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Elle est proposée par la chaire de comptabilité écologique qui réunit notamment l'université Paris-Dauphine et l'université de Reims en France. Il existe aussi beaucoup d'autres méthodes, comme la méthode SEMA, la méthode LIFT, la méthode Thésaurus triple empreinte, la méthode EPL ou encore la méthode comptable universelle. Par ailleurs, on l'aura compris, il ne suffit pas de pratiquer un reporting extra-financier et d'adjoindre à la comptabilité traditionnelle un certain nombre d'annexes comprenant des normes d'information en matière de durabilité, comme le prévoit par exemple la directive européenne CRCD pour les entreprises, ou bien par exemple en France, le budget vert de l'État qui depuis 2020 recense en annexe du PLF l'ensemble des dépenses ayant un impact favorable ou défavorable sur l'environnement, ou encore la loi de finances pour 2024 qui introduit également en annexe une annexe environnementale au compte administratif ou au compte financier unique pour les collectivités locales. Il est plutôt question de construire une comptabilité écologique à part entière permettant d'apprécier les interactions des institutions publiques et privées avec l'environnement. Une comptabilité qui doit désormais retracer des flux durables entre une organisation et son écosystème. L'objectif consiste à inscrire dans un plan comptable unique patrimoine financier, patrimoine naturel et mieux encore patrimoine humain, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Ce modèle comptable serait alors le reflet d'un système intégrant les effets réciproques de l'économie et de l'environnement. Il procéderait ainsi d'un modèle de gouvernance financière publique inclusif.
Enfin, outre des moyens techniques, scientifiques, ce chantier nécessite d'être accompagné d'un processus d'acculturation de tous les acteurs concernés, citoyens, décideurs politiques, agents des administrations, chefs d'entreprise. Il faut l'admettre, la démarche n'est pas simple, je l'ai dit, c'est un chantier de longue haleine qui s'ouvre et qui ne se limite pas aux frontières des États. Il s'ensuit qu'il comporte des aspects géopolitiques pouvant y faire obstacle ou en freiner la progression. En effet, des antagonismes sont susceptibles de naître entre États au sujet de la prise de décision et des conséquences des normes comptables qui constituent potentiellement un enjeu économique ou social pour les pays. C'est pourquoi il faut souligner qu'il importe de veiller à ce que ne s'installe pas une forme de quiproquo au sujet des modalités de décision et des effets de la mise en œuvre de normes comptables internationales, quel qu'en soit l'objectif, ce qui pourrait entamer la crédibilité ou plutôt la légitimité de ces normes. C'est mon dernier point. En effet, un regard attentif sur les évolutions contemporaines des systèmes financiers publics montre que s'est développé, sur fond de mondialisation toujours, un rapport ambigu entre les décideurs politiques et les experts en gestion financière qui pourrait avoir des conséquences sur l'évolution future de la démocratie, voire de la souveraineté des États. La raison en est le rôle croissant dans la production de normes financières publiques d'organismes internationaux extérieurs aux États composés exclusivement d'experts, et cela bien que les finances publiques relèvent d'une tradition démocratique confiant au seul Parlement un pouvoir normatif en matière budgétaire et financière. Comme on le sait, l'un des principaux acteurs en ce qui concerne la comptabilité publique est l'Ipsos Board, sachant que Eurostat s'est vu aussi confier une mission sur le sujet avec la production de normes EPSAS inspirées des normes IPSAS. C'est ainsi qu'en toile de fond de la production des normes comptables, deux logiques sont en présence, une logique politique et une logique gestionnaire. Deux logiques qui correspondent à deux types de légitimité. Cette situation soulève une question essentielle, celle de la légitimité des institutions internationales créatrices de normes. Ainsi, et comme on l'a déjà dit, derrière les questions relatives aux techniques comptables, un choix politique est sous-jacent. Et les propos tenus par le premier président de la Cour des comptes française d'alors, Didier Migaud, lors de son audition au Sénat le 22 mai 2012, allait tout à fait dans ce sens lorsqu'il estimait, Didier Migaud, au sujet des normes IPSAS, qu'il était, je le cite, il était de son devoir d'alerter la représentation nationale sur un sujet dont les implications sont autant politiques que techniques. Et il ajoutait, je souhaiterais que les responsables politiques ne se réveillent pas trop tard. Il était question à ce moment-là au Sénat d'un débat sur les normes européennes. Et Didier Migaud posait le problème par rapport à cela. Donc il est indéniable que le sujet qui est le nôtre aujourd'hui est d'une très grande importance. Il concerne des questions fondamentales, et ça n'apparaît pas toujours à l'évidence, pour l'avenir de nos sociétés, voire même pour l'avenir de la planète. Il mérite donc un regard particulièrement attentif, un regard qui veille à ne jamais dissocier la réflexion théorique, et c'est ce que nous faisons ici, concernant les objectifs de la comptabilité publique aujourd'hui, et les normes comptables, tout aussi essentielles, car ces normes comptables, elles en sont la concrétisation, la matérialisation. Merci beaucoup.